Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est qui en pôle qui porte le numéro 135. Au programme cette semaine, c'est la rentrée dans la compétition pour toutes les équipes de Moto3, Moto2 et MotoGP au circuit de Portimao au Portugal et précisément au sud du pays, près de Faro. Il a fait plutôt nuageux ce week-end pour la reprise du championnat et pour vous raconter ce week-end de Grand Prix, c'est Stéphane qui m'accompagne cette semaine. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut à tous, ça va très bien et toi ? Bah pas mal. Alors par contre, on va commencer cet épisode de façon un petit peu particulière parce qu'il s'est passé un drame le week-end dernier et on pouvait pas ne pas en parler. Tout à fait. Alors le 15 mars, on a appris le décès brutal d'un jeune pilote, Clément Stoll. Et donc tout d'abord, on transmet toutes nos sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis, aux pilotes qui le connaissaient, voilà, à toutes les personnes qui l'appréciaient parce qu'il était énormément apprécié dans le paddock. Alors Clément Stoll, c'est qui ? En quelques mots, c'est un petit jeune qui s'est illustré notamment en devenant champion de France 600 promo sport au guidon d'une Triomphe devant grosse armada de R6. Clément intégrera par la suite le junior team de Damien Saulnier, le junior team du Mans. Et en parallèle, il roulera également en championnat du monde d'endurance. Tout ça pour dire que c'est avec tristesse qu'on a appris le décès de Clément, qui a chuté lors d'un entraînement sur le circuit de Nogaro. Exactement, ça nous rappelle que la moto et le sport moto, c'est un sport dangereux. C'est ça. Et on envoie à notre modeste niveau encore une fois toutes nos condoléances et toutes nos forces aussi aux proches et à la famille de Clément Stoll. Alors la transition va pas être facile parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pour la reprise du championnat de MotoGP et des choses plutôt joyeuses, on va pas se mentir. Et juste avant de passer aux news, on va comme d'habitude aussi parler du gagnant des goodies, et cette semaine c'est Chonchon qui a trouvé sur Twitter le poleman Marc Marquez. Bravo à lui, et n'oubliez pas, comme d'habitude, on organise ce petit jeu en prévision de la pole. On vous demande c'est qui en pole. Si vous répondez, vous avez des goodies cette année. On a encore quelques sous-bocs et des stickers à vous envoyer, donc n'hésitez pas à participer, c'est sur notre compte Twitter. Allez, on passe aux news, et pour les news de l'intersaison, n'hésitez pas évidemment à écouter ou réécouter si vous l'avez pas encore fait l'épisode de preview. Quelques infos à vous distiller cependant cette semaine. Je vais commencer par parler de la Moto2 si tu le veux bien. Izan Guevara, qui est champion du monde Moto3, on le rappelle, souffre notamment du syndrome d'éloge, et il a été absent de ce GP de Portimao. Il sera absent aussi pour le GP d'Argentine cette semaine. Il est remplacé par Jordi Torres. Et puis on rappelle que Ogura, vice-champion du monde, est également blessé à la suite d'une chute pendant l'hiver en motocross. Alors lui, c'est un peu plus grave, il est même pas sûr de reprendre pour l'Argentine, et même pour la suite, parce que Guevara, encore une fois, lui, il va rater l'Argentine. Une mauvaise passe pour les rookies, décidément, parce que Luka Tulovic, qui est champion d'Europe Moto2, a lui aussi été blessé à la main pendant les tests. Ils l'ont donc lui cette fois que le GP de Portimao. Et puis une dernière petite info, toujours sur la Moto2, une petite info technique. J'ai entendu Louis Rossi en parler sur Canal ce week-end. Apparemment, les moteurs Triumph de la Moto2 ont pris 400 tours minute, mais ça a été en quelque sorte compensé par une couronne réduite de dedans, donc ils ont pas gagné en vitesse de pointe. Par contre, elle a gagné 4 ou 5 chevaux d'après Louis Rossi. Donc voilà, je voulais vous donner cette petite info technique. Est-ce que t'as un commentaire à faire, un truc à dire sur ces news en Moto2? Bon, non, c'est dommage que du coup, si tu augmentes la puissance des moteurs, tu réduises d'autres choses en fait. Oui, après ces motos un peu plus puissantes, un peu plus agiles, un peu plus tout, pour essayer d'avoir un peu plus de spectacle. Oui, après l'idée apparemment, ce que disait Louis Rossi, c'est qu'il fallait pas non plus que les motos, les moteurs soient non plus trop sollicités. Donc c'est pour ça qu'ils ont préféré rajouter dedans la couronne pour gagner en patate, mais pas trop en vitesse de pointe. Donc voilà, après mes compétences techniques sont limitées. C'est pareil. On laissera Mais cette petite info Louis Rossi,
qu'on salue, évidemment, toutes les équipes du canal qu'on salue, même si on les connaît pas, s'ils nous écoutent, bravo pour votre taf. Ensuite, en MotoGP, alors j'ai noté que, pareil, toujours sur Canal, décidément, j'ai appris que Honda faisait appel à Kalex pour fabriquer des châssis. Ouais. Alors là, encore une info technique, mais aussi une info entre guillemets people, parce que c'est un gros morceau, ça, d'imaginer que le plus gros constructeur mondial fait appel à un sous-traitant pour fabriquer des châssis. Kalex, qui est une toute petite boîte, et c'est des Allemands, si ma mémoire est bonne, et ils sont tout petits par rapport à la machine Honda. C'est intéressant de voir que ils essaient de profiter des compétences de cette PME. C'est ça. Après, il faut voir ce qu'on entend par fabriquer le châssis. Est-ce qu'ils leur donnent tous les plans et c'est juste eux qui le font, ou est-ce qu'ils ils créent, ils imaginent, ils proposent. Ouais, malheureusement, on n'est pas dans les petits papiers. Et dans les. Voilà. Est-ce que Canal joue sur les mots en disant qu'ils. Voilà, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on entend par fabriquer? Qu'est-ce qu'on entend par fabriquer? On le saura peut-être la semaine prochaine. Et puis une petite dernière news gossip. Ça c'est pour toi, Olivier. Comme c'est que t'adores le people. Va être papa. Ouais, Miller va être papa. Voilà. Et moi aussi du coup cette année. Donc. Bon, félicitations de futurs papas alors. Merci. Voilà. C'est peut-être un signe. C'est vrai. Tu devrais acheter une KTM. Ouais, ça va être un garçon en plus. Bon, voilà. Pas que les filles fassent pas de moto, mais peut-être moyen d'en faire quelque chose. Plus que son père en tout cas. Oh non, je rigole, il fera ce qu'il veut évidemment. Ne forcez pas les enfants à suivre votre passion, c'est à eux de découvrir leur passion. Et surtout, faut pas les forcer. Non, c'est sûr. Allez, on va passer au récap des courses. Allez, et on commence avec la Moto 3, parce que la Moto I, première course de Moto I aura lieu au Mans le 14 mai. Donc voilà, soyez patients pour ceux qui suivent la Moto I. On va essayer d'être patient, c'est vrai que tout le monde frétille l'idée de voir la Moto I. Ah bah oui, c'est une nouvelle Moto I en plus cette année. C'est vrai. Il y a un certain Pierre qui est impatient de lui voir rouler, je pense. Je pense que c'est lui qui fera le débrief de la course. Il y a des chances. Allez, je te laisse sur la Moto 3, vas-y. C'est parti pour la Moto 3. Alors en Q1 vont sortir Artigas, Suzuki, Veyer et Rossi. En Q2, c'est Sasaki qui fait la pole devant Rueda et Kelso. Lorenzo Felon, lui, va se qualifier bon dernier. Avant le départ de la course, du coup, on va noter deux faits importants. Le premier, qui peut être en rapport justement avec les qualifications, c'est que Lorenzo Felon ne prendra pas le départ. On le voit souffrant juste avant le tour de chauffe. Et on va apprendre qu'il s'est redéboîté l'épaule, du coup il ne peut pas prendre part à la course. Et Honshu, lui, par contre, va caler et il s'élancera des stands. C'est Kelso qui réalise le all shot devant Holgado et Sasaki. Il ne faut pas plus d'un tour à Holgado pour s'emparer de la tête de la course, qu'il gardera un bon moment. Bien qu'un temps attaqué par ses poursuivants, le pilote Iber gardera le lead jusqu'au drapeau à damier. Et comme souvent en Moto 3, il faut attendre le dernier tour pour connaître les prétendants au podium. Et c'est finalement Munoz qui va s'emparer de la deuxième place devant Diego Moreira. J'ai noté gros rythme de Denis Honshu qui finira par une belle 10e place. Très bien, et du coup le classement c'est facile vu que c'est la première course. Très très simple, c'est le même que l'heure d'arrivée, donc c'est Holgado devant Munoz et Moreira. Exactement, voilà. 25, 20 bien. Et 16 points respectivement pour préciser sur les points. Suzuki a fait une course pas top, il est fini 14e, mais en tout cas Holgado grosse maîtrise sur cette course. Oui, c'est ce que j'ai noté, très belle maîtrise d'Holgado qui finalement prend la tête de la course très rapidement. En milieu de course, il va se faire un peu attaquer par quelques pilotes. Ces quelques pilotes vont comprendre que Holgado est rapide et ils vont un peu lever le pied pour essayer de prendre sa roue. Voilà, pour essayer d'attendre les derniers tours, mais Holgado finalement va commencer à attaquer un peu plus et va tous les déposer. Et finalement, personne n'arrivera à le rattraper comme souvent en Moto 3, en fait, tout va se jouer dans le dernier tour où tu as un groupe de quelques pilotes qui vont un peu se tirer la bourre, et donc c'est Munoz et Moreira qui vont tirer leur épingle du jeu. Munoz qui est j'allais dire à peine au début de sa deuxième saison, mais il avait démarré la saison dernière au milieu, qui confirme qu'il est là, qu'il s'est roulé sur Moto 3 et qu'il est là. C'est impressionnant. C'est ça. Vraiment impressionnant. J'ai mis la belle remontée d'Honshu, qui lui, dommage il cale, mais finalement il réalise un top 10, donc il avait certainement le potentiel peut-être pour aller chercher Holgado. Donc à voir en Argentine.
Ouais, finir 10e en partant des stands, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut le dire. Et puis après le troisième point pour moi, c'est Lorenzo Felon qui abandonne. Alors c'est certainement à cause de ça qui finit dernier des qualifs, à cause de son épaule. Et à la fin de la course, donc on apprendra que Lorenzo Felon sera forfait pour le prochain Grand Prix. Il sera remplacé par Mignot. Et on comprend du coup sa mauvaise perf en qualification, puisqu'il s'est refait mal à son épaule. Et il devra certainement se faire opérer. Ouais, week-end compliqué pour notre Frenchie. Alors il change de moto en plus. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas trop vu non plus pendant les essais. Hein. Il finit avant-dernier de la P1. Parce que maintenant on dit plus FP1, on dit P1, voilà, sachez-le. Je suis sûr que vous le savez déjà d'ailleurs, je le répète, mais vous le savez forcément. Vous êtes des obsédés par la moto, donc vous savez, vous avez en tête tout le classement, tous les changements de règlement 2023 et les changements de couleur aussi. Hein, ça fait bizarre de se dire mais c'est qui lui? C'est vrai, mais en tout cas il faut qu'il fasse attention parce que derrière ça pousse et s'il est souvent blessé, s'il est pas très performant, Lorenzo Felon. C'est pas sûr qu'il continue très longtemps en Moto 3. Ah ouais, on l'a répété, hein, ça pousse derrière. Les gamins, ils ont les dents qui rayent le parquet et en plus ils savent rouler. Avoir les dents qui rayent le parquet, ça aide pas pour rouler, mais enfin, ça aide à avoir la niaque. Ça aide à avoir le guidon. Exactement, et il y en a il y a vraiment des grosses perfs, hein, donc il va falloir faire attention. Suzuki, je voulais parler très rapidement de Suzuki parce que c'est quand même aussi un prétendant au titre, hein, mine de rien. En tout cas, après la première course, hein, c'est toujours difficile de faire les débriefs de première course parce qu'on peut pas s'appuyer sur le passé, le début de saison pour dire dans quel mouvement est un pilote. En tout cas, Suzuki, c'était il avait bien fini sa fin de saison dernière. Là, on l'a pas trop vu non plus. Voilà, il va falloir se remettre dedans et puis c'est facile à dire. Il va falloir se remettre dedans, hein, Tatsuki, qu'est-ce que tu fous? Mais voilà, il va falloir se remettre au charbon et y retourner vite. D'une manière générale, de toute façon, tous les débriefs que nous ferons de toutes les courses, ça ne vaut que la première course. Et d'ici 5-6 courses, on saura vraiment la hiérarchie, les pilotes, leur état d'esprit, les motos, enfin voilà, c'est que la première course. Exactement. On peut passer peut-être à la moto 2. La moto 2. En Q1, on a Arbolino, Gorberg et Alcoba qui passent en Q2. Et en Q2, c'est Philippe Salac qui claque la pole, pas très loin devant Aaron Canet, qui a 58 millième du Tchèque. Pedro Acosta est 3e, finit la première ligne, Vietti 4e, Gonzalez 5e. Voilà, je vais pas vous faire toute la grille parce que sinon on va s'embêter. Petit quand même signalement pour Darren Binder qui nous vient de la MotoGP et qui n'était pas passé en Moto 2, donc il avait fait Moto 3, MotoGP directement et là qui est revenu en Moto 2. Vous suivez. Darren Binder s'est qualifié 11e. Voilà. Et Salac qui nous fait un bon départ, mais Canet arrive à chipper la première place. Salac arrive quand même à limiter la casse, il reste 2e, suivi par Acosta. Quelques belles passes d'armes d'ailleurs entre ces deux hommes dès le premier tour. Acosta insiste et finalement prend le dessus sur Salac au 2e tour. Et puis quelques mètres plus tard, il se débarrasse sans difficulté de Canet et passe en tête. Acosta, il sera plus du tout après repris de toute la course. Donc voilà, qu'on se pliait pour lui. On pouvait pas le deviner au début de la course, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Le rookie Darren Binder, j'en parlais à l'instant, qui vient de MotoGP, pointé à la 8e place au 15e tour, mais par la faute à 7 tours de l'arrivée. Il va quand même repartir à la 20e place, et en 7 tours, il réussira quand même à remonter 4 places pour finir 16e. Devant, ça bouge toujours pas. Costa ne semble pas gêné par la pression de Canet. C'est même Canet qui manque parfois de se bourrer en tentant de s'arracher pour aller chercher son compatriote. Mais rien à faire, le niveau d'Acosta était trop élevé. Je vais très vite, je suis désolé sur ce résumé de Moto 2, mais il s'est vraiment pas passé grand chose, j'en suis désolé. Classement final, Acosta, Canet, Arbolino complète le podium à 4 secondes du vainqueur. Salac est un peu plus loin derrière. Au championnat, c'est comme d'habitude, c'est facile. Acosta premier 25 points, Canet deuxième 20 points, Arbolino troisième 16 points, Salac 13e. Et puis j'avais noté quand même dans les résultats des rookies, Garcia est 15e, il arrive à choper 1 point, Binder 16, Gomez 17, Foggia 18 et Skinner 22. Voilà, il va falloir du temps pour ces rookies de s'habituer à cette Moto 2. Ça c'est marrant parce que sur le site de MotoGP, Darren Binder il s'appelle Darren Classer. Voilà, petite parenthèse. Magnifique. Donc les gens d'Adorna, si vous nous écoutez, vous pouvez modifier. Ouais. Ah, c'est même pas la Dorna, là, c'est la direction de course.
complet. En tout cas, grosse maîtrise d'Acosta ce dimanche. Très fort. Avec Canet vraiment au-dessus du reste du plateau. Il n'y a pas eu trop de débats. Non. Il n'y a pas eu de match, j'allais dire. Mais en fait, Acosta, il est fort. Hein. C'est la deuxième saison, déjà vainqueur de la première course. Je pense que s'il continue comme ça, il a des chances de le retrouver l'année prochaine en MotoGP. Et puis il dégage une sérénité en roulant qui est assez, pas outrageante, mais indécente, ouais. Enfin voilà. Puis derrière, t'as Canet qui suit, qui s'excite comme un dingue, et t'as Acosta qui voilà, comme tu dis, qui est très jeune et qui maîtrise de bout en bout sa course. C'est quand même assez remarquable. C'est ça. Et puis côté rookie, pas d'exploit, j'en parlais, Darrell Binder c'est quand même bien accroché pendant plusieurs tours, mais encore une fois il va falloir qu'il prenne toute la mesure de cette Moto 2, et voilà, on verra encore une fois, hein. C'est chiant, hein, de faire le premier GP de la saison, parce que on peut pas dire s'il faut bon Skinner il est 22, il est nul. Ouais. Voilà, alors que peut-être que la semaine prochaine il sera premier ou dans le top 10, donc voilà. Et Lowes qui était aussi un prétendant au titre en moins pendant une bonne partie de la saison, premier tour il finit finalement 7ème. Pas complètement déconnant aussi cette remontée, on sent l'expérience qui parle, hein, pour ce vieil anglais, j'allais dire. Mais finalement, ce vieux briscard, il est quand même derrière le jeune Acosta. Oui, et tout le monde est derrière Acosta sur cette course. Ouais. Mais bon, quand tu parles de Moto 2, tu penses forcément là, c'est la personne que tu as toujours connue. Ouais, on était même pas né qu'il était déjà là. Alors c'est moche. Bon voilà, je suis désolé, on a vite fait le tour, hein, de MotoGP, de Moto 3 et Moto 2. Mais après, c'est rien passé non plus en Moto 3, donc on allait pas passer grand chose, hein. Pour une fois. Et puis on va pas tirer autant juste pour le délire. Non. Donc on va passer au MotoGP, et là il s'est vraiment passé beaucoup de choses, et je vais essayer de rien oublier, donc n'hésite pas à me reprendre. Exactement, ouais, donc vas-y. Alors déjà, avant les qualifs, en FP2, il y a une grosse chute de Pol Espargaro, qui va être forfait pour le week-end. Alors là, tu m'arrêtes, mais je crois qu'il s'est cassé la mâchoire et déplacé une vertèbre. Ouais, fracture de vertèbre, il me semble. Ouais. Alors on a commencé par l'épisode par parler du décès de Clément Stoll, mais si il y avait pas eu ce décès de Clément Stoll, on aurait évidemment aussi parlé de Pol Espargaro, parce qu'on aime bien le taquiner, Paul, hein, mais là il a vraiment pris cher, et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Avant de parler de qualification, donc c'est la première fois où est lancée la course sprint. Donc une course sprint, c'est quoi ? C'est une course qui fait la moitié de la distance de la grande course, et la moitié des points sont attribués. Pour déterminer le départ de la course sprint, il y a toujours la Q1 et la Q2, et la Q1 et la Q2 vont aussi déterminer le départ de la grande course. Donc, jusque-là, tout le monde nous suit. Ouais, ça veut dire qu'il faut pas se louper au qualif. C'est ça, comme d'hab. Donc en Q1, c'est Marquez et Oliveira qui vont passer, et en Q2, Marc Marquez s'adjuge la pole devant Bagnaia et le Martinator. Zarco réalise le 10e temps devant Fabio, qui lui partira de la 11e place. Oui, je te coupe juste deux secondes pour parler de cette Q1 qui était complètement folle, je pense la plus belle Q1 depuis très longtemps, où il y avait du record du tour. Marquez a claqué le record du tour à sa première sortie de Q1, et il avait juste après se poser, boire un café, fumer une clope pour attendre que ses petits camarades suivaient après. Alex Marquez, le petit phare, il était pas très loin de se qualifier aussi, mais grosse qualif, grosse Q1 d'Oliveira qui a réussi à choper la 2e place, mais la première a été pliée dès le début. Dans cette Q1, c'était assez fou. C'est vrai. Alors moi, j'aurais pu te dire que Marc Marquez a dû s'asseoir et boire beaucoup de Red Bull, vu ce qu'il fait par la suite. Exactement. Alors du coup, la course sprint du samedi. Alors, cette course va être marquée par autant de chutes que de dépassements, c'est-à-dire le spectacle sur la piste. Au terme d'une course acharnée, c'est Pecco qui va l'emporter devant Martin et Marc Marquez. Zarco pointe le guidon de sa Pramac à la 8e place. Quant à Fabio, il ne fera pas mieux que P10 en raison d'un contact en début de course qui le place bon dernier, et s'en suivra ensuite pour lui une belle remontée, donc jusqu'à ce top 10. On va noter beaucoup de chutes, et dont une qui va contraindre Bastianini à être out pour la suite du week-end. Ouais, et une course, un week-end
démarre pas trop bien, mais Joan Mir, il était très en forme sur les essais et là il chute, il a même pas fini le premier tour de cette course sprint, ce qui est évidemment même pas dans de bonnes conditions psychologiquement pour la suite du week-end, et c'est dommage parce que vraiment le voir rouler Joan Mir sur cette Honda, c'était complètement fou, il avait l'impression d'être, pour reprendre l'expression d'un copain avec qui j'en parlais, l'impression qu'il était sur un taureau enragé, qu'il essayait de maîtriser son taureau enragé qui est la Honda, et il était vraiment dingue à voir. Là sur cette sprint, malheureusement ça s'est mal fini. C'est sûr que on en reparlera après, mais sur cette course sprint on sentait que c'était le début de la saison, la nouveauté, on sentait que les pilotes étaient assez excités, nerveux à l'idée de reprendre la bagarre, et c'est sûr qu'on a vu beaucoup de dépassements limites, beaucoup de chutes, beaucoup de temps porte par-ci par-là, beaucoup de touchettes, donc voilà, disons que cette course n'a pas fait l'unanimité au sein des pilotes. Ouais, et Bezzecchi je vais te faire la transition. Bezzecchi qui a chuté au 10e tour de cette course sprint, il s'est pas mal rattrapé pour la course du dimanche. C'est ça, tout à fait. Du coup, tu spoil un peu. Alors, donc on passe pour la course du dimanche. Donc, la position de la grille de départ est définie par les qualifications du samedi. Et donc, c'est le régional de l'étape, Oliveira, qui va réaliser le all shot. Le départ est chaotique, puisque le chaud-bouillant Marquez va s'illustrer une première fois en allant en contact avec Oliveira et Martin, mais sans incidence sur la course. Derrière, Johann Zarco va prendre un très bon envol, puisqu'il va se placer aux alentours de la 8e place. Lui qui avait plutôt tendance à démarrer à la 10e place et se retrouver 20e au bout du premier virage. Par contre, c'est pas le cas de Fabio Quartararo qui, lui, par contre, va se retrouver englué dans le ventre mou du peloton aux alentours de la 16e place. Mais bon, on va revenir à la tête de la course, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'après 3 tours de course, le premier gros coup de théâtre va arriver, puisque Marquez va doubler de façon trop optimiste Martin, et le pilote Honda qui est en survitesse à l'entrée du virage vient harponner de façon très très violente Miguel Oliveira. Donc les deux pilotes sont à terre, et on apprendra par la suite que Marc Marquez va se faire opérer de la main, et on a appris il y a quelques minutes qu'Oliveira sera forfait pour la course en Argentine. Fermer les parenthèses. Martin, quant à lui, va rester sur ses 2 roues, mais se placera à la 11e place. Et il n'a fallu pas tant à Pecco Bagnaia pour s'emparer de la tête de la course. Derrière lui, Maverick Viñales va profiter de cet accident pour se caler P2 devant Miller, Bezzecchi et Binder. Au fur et à mesure des tours, on va vite comprendre que la lutte pour la première et deuxième place est pliée, puisque Bagnaia et Viñales vont rouler solo dans leurs positions respectives. Et il faudra attendre le dernier tour pour voir un Johann Zarco des grands jours réussir plusieurs très très beaux dépassements pour terminer à la 4e place, à plus de 5 secondes du 3e, Bezzecchi, qui va compléter ce podium. Fabio, quant à lui, va terminer à une anonyme 8e place. Et donc pour le classement, c'est facile, toujours. Alors c'est facile, mais attention, parce que là il faut mélanger la course sprint et la course du dimanche. Il y a une petite subtilité. Donc du coup, Bagnaia est premier avec 37 points devant Viñales, 25 points, Bezzecchi 3 avec 15 points, Zarco Miller 4 et 5 avec 15 points. Fabio, lui, il est 10e avec 8 points derrière Martin, mais devant Marc Marquez. 4 pilotes à 0 points, Raúl Fernandez, Marini, Di Giannantonio, et peut-être le plus préoccupant qui va être Bastianini. D'autant plus préoccupant que je l'avais mis en gold sur Fantasy MotoGP, autant vous dire que je suis un peu deg. C'est ça. Bref. Surtout qu'il avait pas fait de mauvaises qualifs, mais là, dommage pour lui. C'est clair. Et pour démarrer les débats sur la course, on va commencer avec la question d'un follower sur Twitter. On a reçu beaucoup de questions dimanche après la course. Évidemment, vous avez été nombreux à aborder le sujet de la sanction de Marquez, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, difficile d'en sélectionner une seule, mais celle qui me semble la plus intéressante car technique, oui, j'aime la technique, désolé, c'est celle de JMF qui demande si Yamaha ne devrait pas penser, à carrément passer sur un V4. Alors, changer d'architecture moteur, c'est compliqué. C'est compliqué, ça se fait pas en une saison. Ils ont l'air très fidèles à leur 4 en ligne. Ce que je peux dire, après ça n'engage que moi évidemment, je trouve que c'est un peu jeter la Yamaha un peu trop tôt. Encore une fois, on n'est que première course de la saison, mais il y a d'autres problèmes à régler chez Yamaha avant le moteur, je pense.
Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que, suivez mon regard, il porte un numéro qui commence par 2. Alors, moi, j'aurais noté, en fait, et c'est vrai à chaque fois qu'on fait des débriefs et qu'on parle de Yamaha, on se lève souvent certains problèmes. Alors, moi, j'en note 3. Après, déjà, la tête du team. Est-ce qu'il y a un moment où Lynn Jarvis, il faut pas lui dire, t'as fait du très bon boulot, mais là, maintenant, il faut du 109. Donc, il faut qu'on te remplace. Parce qu'en fait, ça fait plusieurs années où t'as la moto de l'année dernière qui est meilleure que celle de cette année, puis cette année, elle redevient bonne, et alors là, depuis quelques années, les motos, c'est de la catastrophe. Donc, est-ce qu'il faut pas remettre quelqu'un à la place qui ait une autre façon de penser, d'autres process, d'autres façons de faire? Donc là, on peut s'interroger. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi, pour le cas du deuxième pilote, peut-être un lobbying de la VR46. Pourquoi garder Morbidelli? Enfin, l'année dernière, il était nulle part. Et en fait, on refait confiance à ce pilote qui est encore nulle part, puisqu'il finit dernier. Alors pourquoi? Alors est-ce que VR46 donne beaucoup d'argent à Yamaha? Je sais pas ce qu'il y a derrière, mais il doit y avoir quelque chose. Dernier, mais il a récupéré 2 points quand même. C'est vrai, grâce à Marc Marquez finalement. et c'est pareil, du coup, en fait, Quartararo il est tout seul. C'est-à-dire que même maintenant, Aprilia ont 4 motos. Et lui, le pauvre Fabio, il est tout seul et il a même déclaré dans la presse entre hier et aujourd'hui que il fallait lire que Morbidelli ne fait pas le job. Donc, il disait, comme il fait pas le job, du coup, comment tu veux qu'on fasse progresser la moto? Je suis tout seul. Ouais. Et je pense que ces 3 points-là, alors, en plus peut-être de la technique et du 4 cylindres ou du V4, ça peut jouer. Moi, j'aurais un point je voudrais rebondir sur un point. T'as dit que la Yamaha est catastrophique. Je suis pas sûr qu'elle soit catastrophique. Je pense que, en fait, elle a progressé moins vite que les autres. En particulier, par rapport à la Ducati, la Aprilia aussi. L'Aprilia, pardon, pas la Aprilia, c'est moche. Et ils sont arrivés à une espèce de plafond de verre où on sent qu'ils n'arrivent pas à passer au-dessus, et ils avaient beaucoup compté sur le pilotage talentueux de Fabio pour compenser une espèce de limite technologique, je sais pas comment on peut appeler ça, mais limite technologique de la moto. Encore une fois, c'est que la première course de la saison, il peut se passer énormément de choses d'ici la fin de l'année. Ouais, il peut être 15e et puis 10e après, mais bon. Non, je dis sans tu crois même pas, non, quoi. Je dis sans rigolant, mais t'as l'impression qu'en fait ils sont restés dans la même philosophie, Yamaha, c'est-à-dire essayer de faire une moto facile, mais qui est pas très rapide ni très lente, en fait, quelque chose d'un peu entre les deux. Et alors, t'as l'impression que comparé à d'autres teams, t'as l'impression qu'ils prennent pas de risques. Alors, je suis pas dans l'écurie, peut-être qu'ils prennent beaucoup de risques techniques. En tout cas, t'as pas l'impression, ça se ressent pas vraiment, quoi. Oui, comparé peut-être à les Aprilia Aprilia, ils ont quand même mûri leur projet depuis plusieurs années, hein. Ils ont mis du temps à récolter les fruits C'est sûr. De ce qu'ils avaient engagé. Mais le problème d'Aprilia est parti de zéro. Koyama, c'est une écurie champion du monde. Ah ouais, ils ont tendance à... Aussi. Ouais. Donc t'as le savoir-faire pour être champion du monde, tu peux pas avoir ce niveau. Voilà, du coup on parlait de Morbidelli, au secours 06, Micha aussi qui nous demande si Morbidelli peut encore tenir longtemps chez Yamaha, et surtout qui pourrait le remplacer. D'abord sur la première question, même si tu l'as abordé très rapidement tout à l'heure, mais est-ce que Morbi peut et où doit rester dans la team? Après, c'est pas à nous de prendre la décision, c'est compliqué de poser ce genre de questions. Mais c'est sûr. Voilà. En tout cas, Yamaha a pas l'habitude de virer ses pilotes en cours de saison, sauf le cas de Vignales qui était particulier, mais sinon j'ai pas le souvenir. C'est pas KTM. On n'est pas chez Red Bull, quoi, en fait. Voilà. Ouais, non, mais il va falloir trouver une solution, parce que en plus, nous, ça nous emmerde de voir Morbi galérer, quoi. Enfin, on a envie de le voir. Il était vice-champion du monde 2020. Faut quand même se rappeler de ça. Et Fabio Quartararo, je veux dire, voilà, c'est-à-dire qu'à une époque, il a été bon. Ah ouais. Et que se passe-t-il? Non, mais et encore une fois, c'est facile à dire derrière un micro, mais finir 27 secondes de la tête sur la première course, c'est beaucoup. Alors, c'est finir sur ses roues, certain, mais c'est quand même beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Hein. Gusto Fernandez, il est 6 secondes devant. Ça fait mal. Hein. Peut-être Acosta, mais bon, il est encore plus à Red Bull. Ouais. En tout cas, Bagnaia, patron, hein, il fait 37 points sur 37, prenable. C'est propre. Je suis d'accord. mais je retiens le sans faute de Bagnaia maintenant à confirmer, parce qu'on a vu l'année dernière qu'il pouvait avoir des hauts et des bas. Donc là, il est parti très fort. Maintenant, il faut qu'il reste constant.
Ouais, moi je me rassure sur Fabio en me disant que Bagnaia il a bien réussi à rattraper 100 points et à être champion du monde en rattrapant 100 points. Donc autant dire que là c'est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions sur tel team ou tel pilote. Mais voilà, en tout cas il est arrivé en taulier. Je parlais d'Acosta tout à l'heure en Moto2 qui dégageait une certaine nonchalance, mais Bagnaia devant c'est un peu pareil. On le sent pas stressé du tout, il fait pas d'erreur. Et il branche le cerveau en mode j'imprime mon rythme et j'y vais, parce que derrière Vinales c'est quand même pas un peintre, hein. Enfin on va pas se mentir, sur l'Aprilia il a quand même beaucoup de confiance, je pense. Enfin en tout cas il donne l'impression d'avoir beaucoup de confiance en Vinales sur l'Aprilia. Il a même pas réussi à la raccrocher quoi. Et en ligne droite on voyait très bien que les Ducati étaient intouchables. Les Ducati dès qu'ils arrivaient à hauteur des Aprilia. Alors, certaines Ducati plus que d'autres en plus. Parce que t'as les 2022, les 2023, tout le monde n'a pas les mêmes machines. Exactement, mais c'est vrai que celle d'Alex Marquez, par exemple, sur la fin de course, quand ça s'est bagarré un petit peu avec les KTM et Johan Zarco, tu le voyais remettre 3-4 mètres à tout le monde, juste avec la vitesse de pointe. Sur les KTM, c'était limite outrageant de voir cette différence de vitesse. Depuis quelques années, c'est un peu la marque de fabrique de. Non mais Ducati, mais c'est vrai, on le savait, mais c'est encore le cas quoi. Et c'est intéressant. Ils font des moteurs et personne n'arrive à les rattraper. Ouais. Puis maintenant ils ont des bons châssis en plus, donc. En même temps, quand t'as 8 motos, tu peux tester, il faut des bons pilotes. Il y a du matériel. Oui, donc Alex Marquez, j'en parlais parce que il faisait des bonnes vitesses de pointe, mais globalement aussi un très bon week-end pour lui. Hein. Finir 5e en étant doublé au dernier moment par un Johan Zarco en feu sur les derniers tours. C'est ça. Mais vraiment week-end solide hein, pour le petit frère de Marquez. Qui est resté sur ses roues. Oui, très bon week-end. Ça lui a fait du bien du coup de passer de Honda à Ducati. Ouais. On voit qu'il a le potentiel sur une bonne machine. Maintenant on connaît, hein, c'est l'ancienne team de Bastianini. On sait que Bastianini s'est battu l'année dernière moult fois pour le podium, voire pour les premières places. Donc on sait que Alex Marquez sait qu'il a une bonne moto, donc maintenant à lui de montrer ce qu'il sait faire. Ouais, ils ont une bonne moto, et puis au-delà de ça, peut-être que la team Grésini en tant que telle a les ingrédients pour mettre des pilotes en bonne situation pour qu'ils puissent performer, quoi. Ouais. C'est important aussi, évidemment. Je pense que c'est un peu le même style que Pramac. Comme eux, Pramac et la Vercandis, c'est pas des officiels du coup. Je pense qu'il y a un peu moins de pression que chez les Rouges, vu que la tension est quand même beaucoup portée sur le team officiel, donc je pense que eux, ça les laisse un peu tranquilles de ce côté-là. Puisqu'on parle, on va rester sur Ducati, ils sont tellement nombreux de toute façon qu'on peut pas échapper à Ducati. Dernier tour de folie de Zarco, évidemment. Enfin, je dis évidemment. En tout cas, c'était beau à voir. Et puis Martin, qui finit pas sa course, hein, malgré un bon début, j'allais dire comme d'habitude, hein, malheureusement. Un petit mot sur Johan pour commencer. Allez, sur Johan, déjà, alors c'est que la première course, on le redit, mais déjà, il a fait des très bons départs. Donc c'est déjà pas mal. Enfin, pour lui qui partait toujours bien et qui finissait au premier virage à perdre 4, 5, 10 places sans savoir pourquoi. Donc là, il fait de très bons départs. Et ensuite, il a été assez solide en course puisqu'il a toujours été dans le bon paquet. Et en course longue, Zarco, le dernier tour, il double 3, 4 pilotes et finit 4e. Et son team manager dira que dommage qu'il n'ait pas accéléré un peu plus parce qu'il aurait pu aller chercher le podium. Ouais, bon après... j'y crois un peu moins, mais en tout cas, son dernier tour était en feu. Ouais, il était en feu, il est quand même à 5 secondes 3 de Bezeki. Ouais, c'est pour ça que je dis qu'il aurait peut-être pas pu aller le chercher, mais... Non, mais en tout cas, il a bien géré sa course, il a su prendre sa 4e place, il l'a vraiment arraché, et c'était vraiment magnifique, quoi. Il a bien géré sa course, il a dû bien gérer ses pneus aussi, et c'est vrai que sur le dernier tour, il n'y avait pas photo. Non, c'est clair. Les KTM, moto du dimanche. Alors moi je dis les loustiques parce que KTM en essai privé ils étaient nulle part, ils étaient derniers, on se disait c'est quoi cette moto? Et là en course sprint on a quand même vu Miller qui a mené la course sur 1 ou 2 tours. Ouais. Et on se dit quand même. Et le dimanche Binder et Miller étaient là puisqu'ils finissent top 6, donc bravo à eux. Miller, alors Binder, on le sait que c'est un pilote du dimanche, hein, dans le bon sens du terme. Miller, en tout cas, il a pris ses marques hein, déjà. Enfin, finir 7e sur la course du dimanche sur une moto que tu connais pas sur la première course de la saison, c'est quand même pas déconnant. Non, c'est clair. Finalement, je dis pas qu'il a eu raison, mais en tout cas, pour l'instant,
c'est tout bénef pour lui, quoi. La stat qui sert à rien, mais Jack Miller, c'est le deuxième de ceux qui ont changé de moto. Parce que Alex Marquez est cinquième. Il est passé chez Ducati. Et Miller est passé chez Red Bull et KTM. Et voilà, il est septième. Donc, un assez bon, très bon même résultat. Rins, pour le coup, lui, ça lui a pas trop réussi pour l'instant. Mais top 10, c'est pas déconnant non plus. Non, c'est sûr. Et moi, quand même, je veux noter quelque chose, c'est chez les Aprilia. Ouais. Bah, quand même, Alex Espargaro, il connaît le team depuis très longtemps, sur cette course. Donc, il s'est devancé par Viñales. Mais quand même, on peut penser que si Oliveira s'était pas fait taper par Marquez, il aurait peut-être fini devant les deux pilotes officiels. Lui qui connaissait pas la moto. C'est vrai. Donc voilà. Alex Espargaro, attention. Oui, n'oublions pas Oliveira, effectivement, parce qu'il se fait tamponner par Marquez, mais il avait un très gros rythme, hein. Il est passé aussi en tête de la course sur le début. Bon, il est chez lui. Après, c'est vrai qu'il a toujours performé à Portimao, mais bon, sans aller plus loin dans la caricature, il était en forme. Et c'est dommage que ça se finisse comme ça, parce qu'il avait un coup à jouer. Oliveira, il va falloir le suivre de très près lui aussi, évidemment. C'est ça. Bon, on peut pas dire, on verra la prochaine fois puisqu'il est out, mais à voir pour les prochaines courses en tout cas. Et avant de passer au French Superbike, on va pas y couper, hein. On peut pas évidemment les polémiques, Olivier. Les polémiques. Hashtag polémique, hashtag c'est qui en pôle, n'oubliez pas. C'est ça. Bon, sur la course sprint, on revient dessus, je pense qu'on en a suffisamment parlé, non? Alors, oui, la polémique, alors déjà, c'est pour ou contre la course sprint, donc, Donc, t'as certains pilotes qui sont fondamentalement contre et d'autres qui se disent oui, à voir, c'est pas mal. Alors après, il y a eu beaucoup de chutes certes, mais pas plus que sur certaines courses longues. Et c'est pareil, c'était la première course, on sentait un peu que les pilotes, ils voulaient en découdre, ils voulaient monter sur leur machine. Donc c'est clair. Pareil, attendons de voir un peu ce que ça donne sur les prochaines courses. Oui, parce que là, c'était, comme tu le disais, l'euphorie. Peut-être que dans 2-3 courses, ils vont commencer à gérer aussi les points de la course sprint, hein, parce que choper 4 ou 5 points sur une course, c'est toujours ça de prix. C'est ça. Et il va peut-être être un petit peu moins dératé sur les courses suivantes, on verra. Mais en tout cas, c'était chouette. Vraiment, il n'y avait pas de cadeau, il n'y avait pas de calcul sur cette première course sprint, et c'est ça qui était chouette à regarder en tout cas. Disons que la Dorna l'avait fait pour le spectacle, hein, donc. C'est pareil en fait, parce que tout le monde dit le samedi, tu vas sur les circuits, ok, t'as les qualifs, mais finalement tu vois juste des motos tourner les unes derrière les autres, c'est un peu le train-train. Là, tu dis, je viens le samedi, j'ai les qualifs et j'ai une vraie course, donc je vois quand même les 20 pilotes se bagarrer. Donc, il y a un moment, si tu veux faire venir des gens samedi, tu veux faire un peu de spectacle, tu vois, un peu plus promouvoir la moto, je trouve que pour moi, en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Ouais, à voir sur le long terme, parce qu'on avait déjà parlé aussi sur les previews de la saison, mais ça va être fatigant aussi pour les pilotes, hein, toutes ces courses, surtout que le calendrier est quand même assez fourni. C'est sûr. Donc on va voir ce que ça donne à long terme, mais en tout cas sur le très court terme là, moi perso je me suis régalé sur les deux courses. On va voir. Et c'est vrai que le circuit de Portimao il est chouette, hein, on va pas se mentir. Mais moi aussi je me suis régalé, mais après je suis pas pilote, hein, là, pour le coup. Je vais mettre des pincettes à ce que je dis, mais c'est entre parenthèses 10 tours. Donc tu vois, on leur demande pas de faire 3 heures de course non plus, quoi. Ouais. Heureusement. Non, mais voilà. Dire dans d'autres catégories, ok, il y a moins de courses dans l'année, mais ils le font bien, faire une course le samedi, un sprint le dimanche matin, la course de l'après-midi le dimanche. Faire des super pôles, et puis ils survivent. Ouais. C'est clair. Alors l'autre point polémique, et c'est sans doute le point d'orgue des polémiques du week-end, sur Marc Marquez, l'accrochage, la sanction. Alors on rappelle, il a pris 2 longues laps de sanctions pour conduite irresponsable, pilotage irresponsable, en Argentine. qu'il devrait faire, et c'est spécifié, hein, on l'a posté sur Twitter, la notification de sanction qui est spécifiée pour le GP d'Argentine, donc le week-end prochain. Le truc c'est que Marquez il s'est blessé et il pourra pas courir ce week-end. Il y a plusieurs teams, hein, dans cette affaire. Il y a la team, on va la passer rapidement parce qu'ils sont pas intéressants, juste Marquez bashing, c'est un con, faut qu'il arrête et tout. Ça c'est pas très intéressant, je trouve.
Je suis d'accord, c'est pas cette réalité, ça. Surtout que, enfin, je veux dire, des accidents, il y en aura toujours. Hein. Enfin, on va pas commencer à dire aux pilotes de pas se doubler, de pas se suivre et pas de prendre de risque sur les freinages parce que sinon on va se faire chier. Et puis eux, ils ont envie de rouler aussi, donc ils ont leur libre arbitre. Il y a la team la sanction, elle est annulée parce qu'il courra pas il est plus favorisé de pas courir que d'avoir une sanction. Ça, j'en suis pas sûr parce que pas courir et laisser échapper plusieurs points, plusieurs gros points, parce qu'encore une fois, il y a 2 courses. Donc, il y a 37 points à prendre sur week-end. Ah ouais, donc je pense qu'il aurait préféré courir. Et je pense pas que ça soit de la flamme, hein, parce qu'on a vu passer des messages qui disaient oui, c'est de la com, en fait, il est pas blessé, fait exprès. Je pense que, j'ose espérer que même à ces niveaux-là, on fait pas exprès de se blesser, hein, parce que se blesser, c'est la pire chose qui peut arriver à un sportif de haut niveau. Et alors, et je pense que Marquez, qu'il en a séché avec ses blessures, et absolument. Je pense pas que ça. Il dit, tiens, je vais me casser le poignet, comme ça, je vais éviter de longues laps. Non, c'est clair, ça n'a aucun sens. Enfin, on connaît son état d'esprit, on sait que ce mec-là, il est là juste pour faire des courses, ça n'intéresse pas le reste. Donc, je pense pas qu'il fasse exprès de louper l'Argentine juste pour le fun. Non, c'est clair. Et c'est certainement pas non plus pour son bilan carbone. Non, c'est sûr. Il s'en fout aussi, je crois un peu. Blague à part, il y a encore une autre team, et je pense que c'est la plus intéressante, qui remet en question la sanction, qui spécifiait justement que la sanction devait être faite au GP d'Argentine, alors qu'elle aurait pu juste spécifier la prochaine course auquel le pilote participe, auquel le pilote est engagé. Là, c'est un peu spécial, donc ça laisse un goût bizarre. Hein. Ceci est un message de la part du monteur. La direction de course a finalement décidé de modifier sa décision concernant la sanction, et donc les 2 longues laps attribués à Marc Marquez seront effectués lors de sa prochaine course. On poursuit l'épisode. Fabio, il avait pris deux longues laps de sanction à Assen, on s'en souvient. Il avait forcé un peu pour doubler Aleix Espargaro, mais au final Aleix Espargaro était reparti. Il n'y a pas eu de grosse casse. Enfin voilà, il a pas. C'était musclé. Il a pris 2 longues laps. Là, il a fait 2 erreurs de suite sur le même 2 tours de suite sur le même virage. Voilà, ça pose plus de questions, quoi. Alors après, j'ai essayé de reprendre un peu dans l'ordre. Déjà, Marquez, ok, il a fait une grosse faute, il a fait une grosse connerie, mais alors, pour tous les gens qui regardent le MotoGP, combien de grosses conneries de cette sorte-là? On en a vu des dizaines, on va pas toutes les redire, mais on en a vu plein. Et à chaque fois, on n'a pas eu droit à le mec, c'était malheureux, il a freiné trop tard, il a reconnu Oliveira, c'est pas bien, il a dérangé le cerveau, ces accidents, ça n'a pas servi de leçon. Ok pour tout ça, mais des accidents comme ça, on en a vu des centaines. Même Zarco l'a même fait tuer aussi, donc non mais on est d'accord. Enfin, la moto de Zarco a failli tuer aussi. Mais bon, bref, Nakagami l'année dernière, il y a des accidents, on en a vu plein, voilà. Oui, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Maintenant, dès que ça tombe sur Marquez, tout est amplifié, suramplifié, donc je trouve ça déjà dommage. Faut arrêter aussi le Marquez bashing. Et oui, le mec, il s'est blessé. Et je pense que c'est pas ça sa sanction, parce que je pense que déjà lui, le poignet, ça lui fout un poignet en l'air, et voilà, il va falloir qu'il revienne, et s'il a des complications, enfin, on sait ce qu'il a eu avec son bras, et oui, je suis d'accord c'est pas ça sa sanction, c'est pas le poignet, la sanction, c'est, tu peux pas la faire en Argentine, tu la feras quand tu reviens, c'est tout. Et ça serait le plus fair play pour tout le monde. Exactement. Après, je pense que au-delà du bashing automatique des anti-Marquez, on peut attendre d'un pilote aussi expérimenté qui se manque pas de se bourrer 2 fois de suite sur le même virage. Il a dit qu'il y avait une bosse. Enfin, je veux dire, la bosse, le tour d'avant, il savait où elle était. À ce niveau-là, de pas se... Enfin, c'est facile à dire derrière un micro toujours, hein, putain, et j'aimerais avoir 1% du talent de Marquez, hein, et même de sa capacité de travail et même de son physique, mais voilà, enfin, ça pose quand même question, je trouve. Et c'est pour ça qu'il y a une sanction d'ailleurs. Le problème de Marquez, c'est que, il fait du Marquez, c'est-à-dire que le mec, il peut pas faire à moitié, c'est-à-dire que, non mais, c'est pour ça qu'il s'est cassé, c'est que Marquez, il est obligé de chercher la limite pour savoir comment passer le virage, pour savoir comment aller le plus vite, pour savoir comment gagner des dixièmes. C'est une marque Marquez.
Et là, il a voulu il a voulu voir la limite du virage, et il a trouvé. Mais seulement devant lui, il y avait Oliveira. Ouais. Mais le problème de ce mec, c'est qu'il peut pas faire à 90%, il faut toujours que ça soit du 100%. Et là, ça a été du 100% débile, mais il a été à 100%. Ouais. Ah, ça va vite, enfin. Ça va vite. Ça va très, parce très que je vite. pense que dans sa tête, il s'est dit, il double Martin, mais finalement il a été un peu trop vite, et puis devant, il voit qu'Oliveira s'engage, et là, tu peux pas freiner. Ouais, mais ça va beaucoup trop vite. Hein. Ça va beaucoup trop vite. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est lui, alors c'est une affaire d'État, et ça aurait été n'importe quel pilote. Ok, il a fait le con, voilà, tant pis. Ouais, exactement. Même si on l'aime ou on l'aime pas, ça reste quand même un très grand et très bon pilote. Et puis on les respecte, je veux dire, merde, pas... Même Paul Espargaro, on le respecte au fond de nous. Bah, exactement. Mais complètement, et ça nous fait chier quand il se blesse gravement comme il s'est blessé ce week-end. Oui, c'est pareil. Non, mais oui. Donc voilà, moi je pense que Marquez, il devrait revoir un peu quand même les tableaux des sanctions, parce que ça mérite pas d'être disqualifié pour les prochaines courses, parce qu'il y en a qui ont fait autant que lui et qui ont jamais été disqualifiés. Par contre, ça mérite que lorsqu'il reviendra, il devra faire ses longues laps. Une jurisprudence Marquez, quoi. C'est-à-dire que... Enfin, à mon avis, la direction de course, elle ferait bien de revoir toutes les règles qui oui. Et puis appliquer pour chaque pilote les mêmes sanctions que ce qui s'est passé avant. Des règles claires et appliquer à chaque exactement sans distinction d'écurie, de pilote, de que sais-je, pour que ça soit clair pour tout le monde. Après, sinon, parce que c'est vrai que cette liberté d'appréciation, alors il faut toujours une liberté d'appréciation, on peut pas mettre des règles particulières en disant si tu freines 3 cm plus tard, t'auras une sanction, parce que c'est pas possible. Par contre, on peut attendre d'un règlement de moto, fin de championnat de moto, championnat du monde, de proto comme ça, un peu plus de constance et de précision, et réduire au maximum en tout cas les possibilités d'interprétation, parce que là clairement on comprend rien, enfin on comprend pas grand chose. C'est vrai qu'entre deux accidents, les mecs ils vont avoir la même sanction, sauf que les accidents finalement ils ont pas la même portée, ni la même gravité, ni le même déclencheur. Tu vois, entre Quartararo qui va amener Espargaro et là Marquez, les deux sont à la faute, mais ça se compare même pas en fait. Tu vois, c'est pas le même, pareil, quoi. C'est pas le même circuit, c'est pas les mêmes intentionnalités des auteurs, mais des pilotes. C'est pas les mêmes situations de course, de championnat, de contexte et tout. Donc, c'est compliqué, hein, Alors, on dit pas que c'est simple de revoir le règlement. Sinon, après, ils peuvent faire comme en F1, faire leur fameux permis à points, et là, quand t'as pas de points, tu prends tu prends j'ai rêvé, un week-end de Grand Prix, t'es off. Voilà. Ouais. Pourquoi pas. Tu vois, et un accrochage c'est 1 point, un truc c'est 2 points, voilà, et puis à la fin, les mecs qui ont fait trop les cons, ils sont disqualifiés pour une course. Ouais, voilà, ce serait pas déconnant de faire un système comme ça, effectivement. Ce sera le mot de la fin sur cette partie, en tout cas sur ce MotoGP. On va quand même parler du French Superbike qui a couru au Mans ce week-end aussi. C'était la reprise du FSBK, tout à fait, au Mans. Ouais. Leur prochain rendez-vous dans un mois à Nogaro, et pour l'heure en Sport 600. Course 1, on a le top 3, Kevin Longaret, Johan Guimbert et Hugo Robert sur le podium, et en course 2, Hugo Robert vainqueur, suivi de Johan Guimbert encore lui, et Enzo de la Vega. En Superbike, doublé de Michael Di Meglio ce week-end sur la Honda, et complète le podium Corentin Perolari et Alan Teicher pour la course 1 dans cet ordre-là. Et pour la course 2, c'est l'inverse, Teicher est 2e et Perolari 3e. Le tenant du titre, Kenny Ferret, qui porte le numéro 1, d'ailleurs comme Bagnaia en GP, finit 6e et 7e des 2 courses. Pour tous les autres résultats, il y en a énormément d'autres, il y a les Européens, les 300, etc. Allez sur fsbk.fr. Ce qui est sympa, c'est qu'on voit Perolari qui est revenu qui est en FSBK. Ouais. T'as Guardoni qui est revenu en FSBK. Qui était avant en stock en mondial, qui a fait de l'endurance, donc c'est pas mal, ça relève un peu le niveau. Là, c'est clair. Là, tu vois Perolari, t'es pas au top, et là, tu le vois arriver faire 2 podiums direct. Alors, je te rejoins pas sur ce que t'as dit. Non, mais je rigole. Non, en fait, c'était un bon pilote de mondial en 600. Mais disons qu'il souffrait un peu de la comparaison avec Jules Cluzel. Ouais. Après, pour le défendre, il était pas ridicule, hein, il faisait toujours. Il était toujours dans le top 8, Perolari, il était quand même assez régulier. Hein. Oui, c'est vrai.
Mais il a manqué le petit truc pour le petit déclencheur. Pour gagner une course. Pour gagner une course, ouais. Mais moi, je trouvais qu'il était pas mal, mais bon, dommage. Je pense que GMT 94 attendait un peu autre chose, attendait quelqu'un qui challenge un peu Jules Cluzel. Ouais, ils avaient d'autres ambitions, effectivement. Ouais. Mais ceci étant, tous les gens qui sont passés après Peroualari, ils ont pas fait mieux. Non, c'est vrai. Tu vois, Caricasulo, il est pas resté plus de 3 courses. C'est vrai. Voilà, et tous ceux qui ont suivi à part de Bise, même qui étaient chat noir, ils ont pas fait, ils ont guère plus mieux brillé que Peroualari, donc finalement, il avait sa place. C'est vrai. J'étais un petit peu injuste avec Peroualari, mais je m'en remets pas du fait qu'il m'ait doublé à Carole. C'est pour ça, tu es jaloux. Ah ouais, moi j'étais en PLS et tout, c'était ma première journée à Carole, je sais pas si je vous l'ai déjà raconté, mais première journée à Carole, j'étais avec la Sprint 1050, avec la Sprint GT, donc gros bébé, baleine globalement, et donc gras mouillé, donc tu te chies dessus, t'as pas envie de te planter ta meule parce que c'est ta meule que tu utilises tous les jours, et c'était juste avant golf, je crois, l'avant-dernier virage de Carole. Moi j'arrive, je suis avant le 3e plot, je commence à freiner en me disant putain, il y a un virage là-bas, voilà. Et je freine. Et qui je vois passer à fond de balle, Peroualari qui avait mis son cuir et qui avait pris la moto de Guyot, je sais plus ce qu'il avait, ça m'échappe, MT-01. Trail, enfin le trail quoi, enfin je sais plus ce que c'est comme nom, je crois que c'est MT-10. Donc il me double à, je sais pas, il était à 190-200 quoi. Moi j'étais déjà en train de freiner et je me dis non mais il sait qu'il y a un virage là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Et en fait oui, il est freiné à la dernière quille lui, sur une moto de route. Il balance tout, il repart et toi tu sors tranquillement du virage et tu le vois plus. Voilà. Donc voilà, c'était la différence entre nous et les pilotes. Il y a 4 planètes entre nous les pilotes. C'est un truc de fou. Bon voilà, c'était le mot de la fin. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour le débrief du prochain GP qui, on l'a déjà dit, aura lieu dès ce week-end en Argentine. Salut à tous, n'oubliez pas le chat Discord et le lien est sur notre Twitter et puis notre compte Twitter. C'est QEP-POD. Ciao. Ciao tout le monde.